Bonsoir, ravi de vous retrouver sur LMTV pour ces émissions spéciales consacrées à l'entre-deux-tours des législatives 2007. Le premier débat que nous organisons sur notre antenne. Nous nous intéressons aujourd'hui à la troisième circonscription de la Sarthe. Nos deux invités se sont qualifiés évidemment pour le second tour. Il s'agit dans l'ordre des résultats de Pascal Fontenelle-Personne. Bonsoir. Bonsoir. Et de Béatrice Pavie-Morancet. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de venir débattre sur notre antenne à toutes les deux. Un débat qui durera 20 minutes où nous aborderons deux thèmes. Celui de la ruralité, de vos solutions respectives pour dynamiser les campagnes. Et le premier thème que nous aborderons, ce sera celui de l'économie. Pour la simple et bonne raison que ce thème apparaît évidemment dans vos deux professions de foi respectives. C'est aussi un thème qui s'impose dans une circonscription qui a été marquée par la crise économique avec un certain nombre de fermetures d'entreprises dont on se souvient en Sarthe. On pense par exemple à Candia, on pense à Colwell, on pense à Arman, on pense à Bellipa, des entreprises donc qui ont fermé leurs portes dans cette circonscription. Ce thème qui apparaît dans vos professions de foi respectives apparaît d'une manière simple. Il y a un lien un terme qui apparaît à côté du mot économie ou du côté d'entreprendre, c'est le terme liberté, libération de l'économie, liberté d'entreprendre. Je vous pose la question à vous d'abord, Madame Pavie. Est-ce que c'est cette liberté, est-ce que c'est cette liberté qui apportera le boost nécessaire à l'économie dans une circonscription comme celle-ci? Bon, déjà, il faut peut-être rappeler que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et donc, il y a effectivement la nécessité de donner cette liberté d'entreprendre aux entreprises avec la simplification, l'assouplissement du Code du travail et puis surtout libérer des contraintes normatives. Je pense que ce soit aux normes sociales, aux normes environnementales qui empêchent nos entreprises d'être concurrentes vis-à-vis d'autres pays extérieurs. Je rappelle que depuis 2012, il y a un grand nombre de pays en Europe qui ont réussi à être dynamiques alors que nous, en France, on a plus d'1,2 million de chômeurs par rapport à 2012. Donc, il y a un autre point. On avait créé en 2012 également, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, la défiscalisation des heures supplémentaires. Là aussi, ça a permis de booster l'économie. Malheureusement, ça a été supprimé à l'arrivée de François Hollande. Donc, je pense que là aussi, ce serait quelque chose d'indispensable à remettre au niveau de nos territoires et surtout aussi apporter de la stabilité fiscale au niveau des entreprises. Alors, la stabilité fiscale, parce que pour investir, pour embaucher, il faut cette stabilité fiscale, mais la stabilité fiscale ne peut s'entrevoir dans notre pays, dans les entreprises, qu'à partir du moment où nous avons une diminution des dépenses publiques. Or, avec le plan Macron, aujourd'hui, on voit bien que le plan des économies ne couvre pas le plan des charges et c'est vraiment une véritable crainte parce que les entreprises ont besoin de cette stabilité justement pour continuer à investir. Pascal Fontenelle-Personne, la liberté aussi, l'allègement de charges, j'imagine, et un plan d'économie, alors qualifié d'insuffisant, mais de 60 milliards d'euros, si je ne m'abuse. Expliquez-moi si c'est la liberté qui, là aussi, doit booster l'économie. Oui, déjà, je suis ravie que Mme Pavie partage le diagnostic qui a été fait par La République En Marche et les citoyens qui ont fait le programme. Je le rappelle, ce programme a été fait sur la base de nos comités et de nos marcheurs, donc les citoyens. C'est un diagnostic que nous avons fait à la suite de 30 années d'alternance gauche-droite qui ont mis finalement le pays à cette porte, qui est de deux choses. Une fracture, comme on a pu le voir avec les extrêmes, ou alors La République En Marche qui a décidé de rassembler les énergies de gauche et de droite. Ça, c'était le préalable, en tout cas pour moi. Libérer les forces vives et économiques, c'est pour nous supprimer, par exemple, le RSI. Je pense que des gens étaient au pouvoir depuis longtemps. Ils ont peut-être pensé, mais ils ne l'ont pas fait. Ensuite, on a la baisse des cotisations afin d'intégrer définitivement le CICE et que ce soit lisible tous les mois. Ensuite, baisser des cotisations, réduire l'écart entre le salaire du brut et du net. On pense que ça va libérer beaucoup l'économie et les entreprises. Les entreprises qui vont y voir plus clair dans leur gestion,
parce que le CICE, il faut attendre N+1 et c'est compliqué. Elles n'ont pas toujours le temps d'attendre, elles sont obligées de fermer. Et puis, les salariés qui vont s'impliquer immédiatement pour essayer de développer leur entreprise. L'objectif étant toujours dans une entreprise de travailler ensemble. On va sur les heures supplémentaires, pas de cotisation, pas de cotisation. Pas de défiscalisation, mais pas de cotisation. Donc c'est pareil, c'est direct, quelque chose qui est porté sur l'entreprise et sur les salariés. Et ça, c'est des mesures qui sont à même de réindustrialiser un territoire comme celui-ci? Alors, Madame Pavie va peut-être pouvoir mieux répondre, parce que vous savez qu'on m'a indiqué que j'étais une novice ou une candidate hors sol. Une novice, par définition, elle ne s'est pas encore plongée dans les dossiers. Moi, je suis chef d'entreprise, je peux gérer un dossier quand je le connais bien et apporter des solutions. Aujourd'hui, j'ai des solutions globales, économiques, que nous mettrons en œuvre au niveau national pour les décliner sur le niveau local. La réindustrialisation, elle dépend pas forcément du territoire, elle dépend de ce qu'au niveau national, on va offrir en liberté d'entreprendre et en sécurité d'entreprendre. Donc nous, aujourd'hui, on veut jouer sur le code du travail, enfin jouer entre guillemets, bien entendu, jouer sur la flexibilité du code du travail et accentuer la sécurité des personnes. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que derrière des projets vont naître. Béatrice Pavie. Écoutez, la réindustrialisation de nos territoires passe aussi par le fait d'offrir des possibilités pour les entreprises de s'installer sur nos territoires. Donc des possibilités d'investissement. Madame Fontenelle-Personne dit qu'elle est novice, qu'elle ne connaît pas spécialement ce qui va se passer, qu'elle ne connaît pas non plus le territoire. D'ailleurs, la façon dont elle m'attaque très régulièrement sur Loire Ecopark, alors qu'elle ne connaissait pas du tout ce qu'est Loire Ecopark. Dans notre un parc d'activité qui est dédié à accueillir des nouvelles entreprises. Il faut savoir que sur nos territoires, on s'engage, parce que les territoires ruraux, il faut aussi les préserver. On s'engage à ne pas reprendre de terres agricoles. On avait un parc de 165 hectares qui était pollué, il y avait des tonnes de bombes dedans. On devrait faire venir d'ailleurs M. Nicolas Hulot, parce que je pense qu'il serait très content de voir ce qu'on a fait de ce parc-là. 165 hectares qui sont dédiés pour accueillir des nouvelles entreprises. C'est ça aujourd'hui. Pardon ? Combien d'entreprises aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a de la pépinière d'entreprises, on a des ateliers relais, on a une entreprise de tri de bois rond qui est en train de s'installer sur ce territoire. On a besoin de l'embranchement fer, parce que là aussi, ça fait partie de l'avenir de nos territoires. Quand on crée des telles zones d'activité sur nos territoires, c'est pas pour avoir une entreprise tout de suite ou des entreprises tout de suite, c'est pour préparer l'avenir d'un territoire. Et c'est bien ce qu'on a fait ici. On avait un terrain pollué, on l'a aménagé. C'est ça aussi qui permettra de booster l'économie, c'est d'avoir sur l'ensemble de nos territoires des entreprises sur lesquelles il n'y aura pas spécialement de contraintes qui sont liées spécialement aux zones urbaines. Mais moi, j'insiste vraiment que les entreprises, pour qu'elles puissent entreprendre, comme ça s'est passé en Allemagne, comme ça s'est passé un petit peu partout après la crise de 2007, de 2008, il faut qu'on ait une stabilisation. Et de dire on va supprimer les charges, on va supprimer, c'est bien beau de le dire, mais en termes d'action, là on est vraiment dans le discours. Moi je vais voir comment ça va se passer au niveau de l'action, mais au niveau de l'action, aujourd'hui on n'a rien de véritablement concret. Et de dire on va supprimer le RSI, moi je veux bien le RSI, mais ça touche pas tout le monde. Et le RSI, c'est un organisme, ça veut dire qu'il va bien falloir que les artisans, les commerçants, ils puissent cotiser pour pouvoir avoir des droits, des couvertures sociales, la retraite. Donc il va bien falloir reproposer quelque chose en face. Et là aujourd'hui, on est dans le discours, on va supprimer ça, on va supprimer ça, on va supprimer ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien de concret dans les propositions. Et voilà, Madame Fontenelle-Personne, c'est ce que c'est qu'une entreprise. J'espère que la France sera aussi bien gérée que vos entreprises, puisqu'il y a eu un certain nombre de liquidations, et que voilà, j'espère que notre territoire ne sera pas liquidé de la même façon qu'un certain nombre d'affaires personnelles. Oui, alors je vais bien sûr répondre. Donc Madame Pavie, je connais le territoire. Madame Pavie, je vais vous expliquer quelque chose. Madame Pavie Morancet, excusez-moi. Madame Pavie Morancet. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous étiez députée en 2007. Oui, madame. Il y a eu la crise en 2007. Alors, la crise qui n'a jamais été acceptée. Je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Vous me parlez de liquidation de mes entreprises. Déjà, sachez quand même que j'ai travaillé 8 ans chez un mandataire judiciaire, je sais exactement comment tout ça fonctionne. En 2007, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Ceredomia, chère madame. Ceredomia, c'était du service à la personne. J'ai créé l'entreprise, les budgets étaient bons, les comptes d'exploitation étaient bons, jusqu'à ce que,
avec Nicolas Sarkozy. Le territoire, ils sont fous, madame. Jusqu'à ce que, madame... Non, mais je vous explique quand même votre responsabilité. Jusqu'à ce que, en 2009, vous demandiez à supprimer l'allègement des charges sur les salaires de 15% qui ont mis en péril beaucoup d'entreprises. J'ai cherché à vous contacter avec le collectif des sociétés de services à la personne, 72. Vous avez toujours refusé de nous voir. La seule personne qui nous a reçus, c'est monsieur Dominique Leménaire, qui nous a d'ailleurs largement bien réglé notre dossier. Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez pourquoi je m'engage. C'est que quand on a des députés qui prennent des décisions complètement stupides, qui mettent en péril les entreprises, et ça c'est de votre responsabilité, ça veut dire qu'elles sont déconnectées du monde économique. Et quand on est déconnecté du monde économique, je pense pas qu'on puisse... J'ai travaillé 25 ans en entreprise, madame. Ça fait 60 ans, madame, que vous êtes élue. Au cumulé, vous avez 60 ans de mandat et vous avez 60 ans de mandat, je n'ai même pas 60 ans, madame. Arrêtez, faut arrêter vos bêtises. On va ramener un peu de calme. C'est quoi la solution donc pour que ces entreprises elles soient pérennes, pour que ces entreprises elles puissent s'ancrer sur un territoire et qu'elles puissent se développer normalement sur le territoire dans lequel elles ont choisi de s'installer? Franchement, si vous voulez, il faut d'abord libérer les énergies, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut aussi qu'on règle le problème de la fracture numérique. À partir du moment où on a des zones blanches, et il y en a énormément dans la 3e circonscription, et je ne suis pas élue, donc je n'ai jamais géré ce dossier, il y en a énormément. À partir du moment où vous avez une fracture numérique aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise... Une solution Internet, une solution numérique. Il n'y a pas une entreprise qui peut travailler sans numérique, d'accord ? Ensuite, l'aide au développement économique, mais je pense que déjà la Chambre de commerce offre déjà de multiples propositions, notamment les aides, prêts d'honneur, etc. Et il faudra renforcer tout ça, faire un diagnostic beaucoup plus serré avec le monde économique. Je pense que les élus doivent travailler avec le monde économique. Et moi, c'est bien mon intention, si vous voulez. Madame Pavie... Oui, moi je voudrais dire, on n'a pas attendu effectivement l'émission économique pour accompagner les entreprises, pour les transmissions d'entreprises. Comment les accompagner de manière efficace? Parce qu'effectivement, il y a ces missions économiques, il y a ces parcs d'activités dont vous parlez, mais voilà, il y a une économie qui, elle, vit elle-même. C'est du privé, il y a des contraintes, il y a des charges, il y a de la concurrence. Il y a la concurrence. Moi, je sais que j'avais, par exemple, appelé quand Arman a fermé, où on a eu pratiquement 200 personnes qui ont été mises dehors en octobre 2015, quand on a vu qu'effectivement le CICE, qui avait été mis en place quelques années avant par François Hollande, a été reversé à cette entreprise en 2016. Donc voilà, il y avait quand même un certain nombre... Il y a des erreurs, effectivement, qui sont faites. Mais quand on les voit, les erreurs, quand je l'avais signalé à M. Boulard, mais je dis, attention, Arman va toucher son CICE alors qu'il a viré 200 personnes. 200 personnes se sont retrouvées sur le carreau. Et là, M. Boulard me dit, ah ben oui, mais vous savez, on fait tous des erreurs, c'est navrant. Mais quand on fait des erreurs, on accepte de les reconnaître. Et auquel cas, on revoit. La loi, elle est faite aussi pour bouger, pour s'adapter. Et voilà, bon. Après, alors ça, je partage complètement. Voilà, laissez-moi. Non, mais madame, vous n'acceptez pas d'être coupée, donc vous ne me coupez pas. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être respectueuse. Bien sûr, donc, madame Pavie, sur l'accompagnement des entreprises, les collectivités sont déjà très largement engagées. Vous parlez du prêt d'honneur. Qui est-ce qui donne le prêt d'honneur aujourd'hui? Ce sont les communautés de communes qui versent les prêts d'honneur pour les transmissions d'entreprises. Par contre, après, là, c'est un constat, même pour les créations, madame, je suis désolée, pas que pour les transmissions. Là aussi, c'est une méconnaissance de votre part. Pour les transmissions également. Mais c'est vraiment au niveau des normes qui sont venues se réajouter. Pendant les 5 dernières années, il y en a eu je ne sais combien de normes supplémentaires, à tel point que même des artisans, des commerçants, tous les métiers de bouche aujourd'hui n'arrivent même plus à s'installer tellement il y a des contraintes normatives. Et ça, c'est absolument plus possible. Donc sincèrement, si on arrive à installer des entreprises sur nos territoires, qu'on leur donne une stabilité fiscale pour qu'elles puissent y voir et embaucher avec éventuellement moi ce que je proposerais, c'est par exemple, on a quand même beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à accéder au premier emploi, c'est que avec les contrats d'alternance, de manière à avoir des formations qui correspondent vraiment aux besoins des entreprises, qu'on puisse avoir là aussi des charges, pas de charges sur ces entreprises. Une dernière réponse sur ce thème-là, et après on passera au deuxième thème, parce que le temps avance. Madame Pavie-Morancet, j'aime beaucoup votre discours. Simplement, vous avez eu 2 législatures pour le faire, vous n'avez rien mis en place. On a mis des choses en place, madame. Vous ne me coupez pas, puisque je ne vous coupe pas. Simplement,
sur les territoires, quand les entreprises veulent venir s'installer, il faut aussi que la main-d'œuvre arrive. Pour que la main-d'œuvre arrive, il faut qu'elle puisse se loger. Pour qu'elle puisse se loger, elle regarde à combien est la taxe d'habitation. Je sais qu'elle a augmenté chez vous avec les frais, notamment à Château-du-Loir, qui ont été faits. C'est faux, madame. Je l'ai baissé, la taxe d'habitation. Mais je ne peux pas laisser dire des mensonges. Je ne peux pas dire des mensonges. Qu'on élargisse un peu. Je veux juste terminer. Et à un moment donné, ça ne suffit pas l'aide à la création d'entreprises ou à l'installation. Il faut aussi qu'il y ait tout le tour. C'est-à-dire qu'il faut y ait l'accessibilité, la mobilité. Moi, j'étais à Saint-Calais. C'est vrai que les gens ne veulent pas aller travailler et revenir habiter au Mans à travailler à Saint-Calais. Donc, je veux dire, il y a des choses aussi en termes de mobilité. Et vous êtes vice-présidente de on en reparlera dans la revitalisation. Dans la deuxième partie. Non, mais ça fait partie aussi des freins à l'installation. C'est ça que je voulais dire. Vous avez une réponse, une précision à apporter sur... oui, si, sur la taxe d'habitation, parce que je pense que c'est quand même un petit peu fort de café. Là, ça montre encore la méconnaissance du territoire. On a baissé, madame, de 4% les impôts. Je suis maire depuis 2014 à Château-du-Loir. Vous avez fait, madame. Alors, ça va. Si on parle des scores, vous savez, vous n'avez pas beaucoup plus de légitimité avec 15% des inscrits. Donc, ce qui veut dire... On passe au deuxième thème. C'est ça. Allez, le thème, c'est la revitalisation des campagnes et le temps avance, donc on va faire vite. Je voulais vous montrer une carte qui va apparaître. Vous voyez, la troisième circonscription est au sud du département. Vous le voyez, séparée du reste du département par ce trait noir. Ce qui est en bleu, c'est les communes qui perdent de la population entre 2008 et 2013. La majorité donc de cette circonscription est en perte de population. Madame Fontenelle-Personne, est-ce que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et quelle est la solution? On n'a pas le temps de détailler énormément, mais une solution qui permettrait de revitaliser ces campagnes. Mais c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Si vous voulez, il faut revitaliser l'industrie, l'économie et l'installation des entreprises. Si vous avez de l'emploi qui se crée dans ces territoires, automatiquement, les gens viendront. Pour qu'ils viennent, il va falloir trouver les bonnes solutions, notamment la mobilité, l'accès. Les déserts médicaux, c'est pareil. Quand vous ne trouvez plus de médecins, les taxes d'habitation qui sont... C'est un casse-tête, les déserts médicaux. Les déserts médicaux, aucune administration n'arrive à maintenir un médecin sur le long terme. Je pense qu'il y a un travail à mener que certainement est mené déjà. Moi, j'ai vu le président du Conseil de l'Ordre des médecins. On a des projets innovants à mettre en place. J'espère que vous m'inviterez à une prochaine émission. C'est facile dans le discours. Mais je crois que j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux bien développer. J'aimerais bien une mesure phare, en fait. Une mesure phare. C'est très simple. Le président, nous allons faire donc des assises des rencontres économiques du médico-social et du médical, et on va être un département pilote pour des projets innovants qu'on aura via le QG d'En Marche, qui va nous permettre de financer des installations avec des médecins et des infirmières et de voir la délégation que le médecin généraliste peut donner à l'infirmière de manière à réduire les coûts médicaux, les coûts des attentes, faire une visite, déjà, etc. La loi le permet. Oui, mais elle n'est pas appliquée à ce moment-là, Madame Pavie-Morancé. Madame Pavie-Morancé, justement, sur ces campagnes. Alors c'est vrai qu'il y a le thème de la désertification médicale. Peut-être qu'on peut prolonger sur ce thème-là. Oui, alors sur la désertification médicale, on a mis en place déjà un certain nombre de dispositifs de manière à pouvoir accompagner les stagiaires en médecine pour qu'ils puissent être accueillis notamment en milieu rural. Il y a eu les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y en a une qui va s'installer à Montval-sur-Loire pour accueillir 22 médecins. Donc il y a déjà cette habitude de travail de délégation justement entre les médecins à partir du moment où il y a un contrat de santé, un contrat médical, un projet médical partagé, on a déjà la possibilité pour que les médecins puissent déléguer un certain nombre de missions ou d'actes aux infirmières. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Moi, là où je voudrais surtout insister, c'est surtout ce partenariat qui est absolument indispensable entre les médecins, la profession libérale, les professionnels de santé et également les hôpitaux locaux. On a des hôpitaux locaux aujourd'hui qui ont du mal à vivre parce que ces hôpitaux locaux ont besoin de modernisation et il y a besoin dans ces hôpitaux locaux de développer des consultations de spécialistes parce qu'il n'y a pas que les médecins généralistes pour lesquels il y a des difficultés d'installation, mais on a aussi de plus en plus de généralistes qui restent soit sur le Mans, mais même sur le Mans, on a des difficultés. Travailler sur le réseau et l'imbrication médecine de ville. Mais je pense qu'au niveau de la ruralité, pour que les médecins ils aient aussi envie de venir s'installer, c'est vraiment, on a travaillé sur des plans de rénovation urbaine à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le plan de rénovation rurale, c'est-à-dire travailler
sur l'habitat. On voit de plus en plus de petites villes ou de petites communes où vous avez un habitat qui n'est plus du tout adapté aujourd'hui, qui ne s'est pas modernisé, qui n'est plus du tout adapté pour accueillir des nouvelles familles ou des jeunes avec des enfants. Donc vraiment, travailler au niveau de l'habitat, travailler au niveau des plans de mobilité, mais un plan de mobilité, ça ne veut pas dire du transport en commun partout, c'est travailler sur l'ensemble des dispositifs de mobilité à partir du moment où il y a moins de services pour les personnes, que les personnes puissent aller vers les services, puissent aller vers l'hôpital, les médecins, les gares. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et puis bien sûr sur le numérique, puisque aujourd'hui le numérique, on a la chance par exemple sur Le Mans d'avoir des opérateurs du numérique qui font des installations, mais par contre en campagne, quand on veut développer du numérique aujourd'hui, les collectivités sont obligées de payer 700 € la prise, et encore parce que le département a demandé des financements de l'Europe et puis plusieurs financements. Mais donc en campagne, il n'est pas normal que les gens ne puissent pas bénéficier du numérique et qu'ils soient obligés de payer la prise. Donc voilà, ce sont ces différents. Alors tout ça, alors Madame va encore me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans? Parce que les choses évoluent pendant 10 ans. Parce que là, vous avez pris pas mal de retard. J'aurais une réponse peut-être globale et aussi un peu détaillée sur les solutions au-delà des médecins dont on parlait juste avant. D'accord. Écoutez, la mobilité, pour moi, effectivement, elle est multi. C'est mon métier, le transport de personnes. Je pense qu'elle est multicritère et qu'il faut que les gens travaillent plus ensemble. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communautés de communes qui oublient de s'associer et de travailler ensemble sur des projets de mutualisation, peut-être de transport. Ceci étant, moi, je suis candidate à une élection nationale, c'est-à-dire elle est dans ma circonscription, mais c'est pour faire du contenu au niveau des lois, et j'ai bien l'intention de travailler tous ces dossiers-là avec les élus locaux pour nous aider à faire un contenu actif, réactif, rapide. Aujourd'hui, vous avez vu La République En Marche est plutôt dans cet aspect-là, et le rassemblement que nous faisons gauche-droite avec le centre va nous permettre peut-être de lever tous ces clivages pour aboutir à des solutions économiques nettement plus rapides. Voilà. C'était en gros ce que je voulais vous dire. J'irai pas plus loin sur les territoires parce qu'on n'aura pas le temps, je pense. Je vais vous demander une conclusion. Vous aurez un peu plus d'avance que Madame Pavie. Vous avez pris un petit peu d'avance sur sur le débat. Donc je vais vous demander de développer. Vous aurez un peu plus de temps que Madame Pavie pour faire votre conclusion. Et le tirage au sort vous a désigné vous pour faire votre conclusion sur ce débat. La question est simple. C'est pourquoi voter pour vous? Pourquoi voter La République En Marche? Écoutez, déjà, je vais remercier les personnes qui ont voté pour moi au premier tour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on m'explique que j'ai 32-10, que j'ai 10 points d'avance sur Madame Pavie. Par hasard, non, c'est pas par hasard, c'est juste que nous faisons une campagne de terrain très forte. Nous représentons des gens qui ne pouvons plus supporter ce système d'alternance qui dit ce que tu as fait, c'est pas bien, alors moi je vais faire autrement, et tous les 5 ans, c'est complètement anesthésiant. Donc, je pense que les gens ont voté La République En Marche pour ça. Ensuite, je suis pas connue, c'est vrai, mais je pense que la société civile me connaît. Je ne suis pas connue de vous puisque vous n'avez pas voulu me recevoir, donc vous ne pouviez pas me connaître. Je vous connais quand même, mais par contre, la société civile me connaît. Mon engagement dans le milieu économique ou culturel est connu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont abstenus. Qui sont ces gens qui se sont abstenus? Ceux qui ne se retrouvent pas dans La République En Marche, dans les Républicains ou dans le Parti Socialiste. Et on va aller les chercher parce qu'ils se retrouvent plus dans cette République à cause des partis traditionnels qu'on a éliminés au premier tour de la présidentielle. Donc aujourd'hui, votez La République En Marche pour qu'on vous donne enfin un peu d'optimisme et de bienveillance. Nous avons fait une campagne joyeuse auprès des citoyens et je compte bien continuer comme ça jusqu'à dimanche et puis attendre le résultat et me mettre au service des citoyens et des élus, mais d'abord des citoyens, parce que les élus sont d'abord des citoyens. Madame Pavie-Morancet, votre conclusion, on va me dire combien de temps vous avez. 45 secondes pour conclure. Voilà. Écoutez, on voit, moi ce que je peux constater, c'est que La République En Marche en fait n'a pas eu cette dynamique qu'il y a pu y avoir après les présidentielles,
parce que quand on voit le peu de personnes qui se sont déplacées, je pense que s'il y avait eu un enthousiasme par rapport au projet d'Emmanuel Macron, s'il avait été clair, s'il n'y avait pas eu d'ambiguïté, auquel cas je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'électeurs qui se seraient déplacés. Moi, vous savez, je n'ai absolument rien à perdre par rapport à ces élections. Je l'ai dit, j'aime ce que je fais sur ma ville, sur ma communauté de communes, au département. Donc voilà, j'ai une activité professionnelle par ailleurs. Mais par contre, sincèrement, pour la circonscription, d'avoir une élue, l'ancrage local est vraiment quelque chose d'important. Je suis aussi de la société civile, contrairement à ce que peut dire Madame. J'ai travaillé pendant 25 ans en entreprise, j'ai repris une activité professionnelle en 2012 et c'est vraiment cette expérience, cette compétence et cet ancrage local que je souhaite mettre à disposition de nos concitoyens sur cette circonscription. Merci Madame Pavie-Morancet, merci Madame Fontenelle-Personne d'avoir accepté de débattre sur LMTV. Demain, deuxième débat consacré à la circonscription numéro 2 avec Aurélie Perrault et Marietta Caramanli. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.